Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce chapitre 1085 intitulé La mort de Cobra Nefertari. L'un des événements les plus importants de la rêverie a finalement été révélé et le roi d'Alabasta nous a offert une mort digne d'un dit. Car oui, c'est officiel, les Nefertari sont bel et bien des descendants directs de cette lignée si mystérieuse. Au son de cette simple lettre, Im va être profondément bouleversée et sera conduite aux côtés du Gorosei à éveiller son pouvoir et son apparence jusque-là dissimulée. La prophétie de l'aube s'apprête peu à peu à faire la lumière sur l'histoire du siècle oublié et de tous les secrets qui l'entourent. Un chapitre exceptionnel qui suscitera de nombreuses théories sur l'identité d'Im et sa puissance, le mystère des dits, celui de l'ancien royaume, ainsi que la lettre laissée par Lily et les répercussions qui en découleront. Je vous préviens alors en avance que bon nombre de mes théories vont être citées, car beaucoup de détails de ce chapitre se relient à ce que j'ai pu dire par le passé. Il est alors naturel que je revienne dessus pour comprendre où Oda souhaite nous emmener, et à aucun moment ce ne sera un gage de prétention, mais vraiment et uniquement un moyen de recontextualiser les éléments pour créer des théories complètes. Je vous laisse imaginer que ce chapitre m'a demandé énormément de travail pour vous rassembler toutes ces informations, alors pour me soutenir, la seule chose à faire est d'exploser les likes, laisser un petit cœur en commentaire, et bien sûr vous abonner, car en plus la prochaine vidéo des théories des nerfs concerne justement le secret des dits et celui sur l'ancien royaume. Alors ne la manquez pas et abonnez-vous dès à présent pour connaître le secret du One Piece. Je vous en remercie et débutons dès à présent l'analyse de ce grand chapitre. Après que Cobra ait découvert qu'Im siégeait sur le trône, cette dernière va prendre la parole et employer le terme Mu pour se désigner. Ce minime détail est d'ores et déjà extrêmement intéressant car il a différentes significations selon la traduction japonaise. La première concerne l'emploi de la troisième personne pour se nommer. Chez les japonais, cette expression est très souvent un gage enfantin, ce qui nous ramène à ma théorie selon laquelle Im serait une enfant. Et le fait de relier Sugar à Im m'a fait une nouvelle fois me demander si cette dernière ne serait pas une enfant. Car comme on peut le voir dans ce chapitre, sa taille paraît effectivement très petite. Et sa manière de pénétrer en plein milieu de la réunion entre le Gorosei et Cobra semble très impertinente, telle que le ferait une petite fille désobéissante ne tenant pas compte des consignes qui lui ont été données. La deuxième interprétation, en revanche, peut être liée au continent de Mu. Une nouvelle fois, c'est un sujet que j'avais traité il y a un an dans ma review du chapitre 1055. J'établissais une comparaison entre les ruines de la cité submergée de Wano et le continent englouti de Mu, également connu sous le nom de Yonaguni. Cependant, je ne vais pas approfondir sa signification car on y reviendra juste après. La troisième traduction est connue sous le nom de néant et représente l'idée du vide absolu en référence à une absence totale d'existence ou de réalité ultime. Ce mot convient parfaitement à Im puisque son visage est couvert d'un voile, sa véritable identité nous est cachée et le monde entier ignore jusque-là son existence. De même que le gouvernement a réussi à effacer l'histoire de l'ancien royaume comme si il n'avait jamais existé. Comme je l'ai mentionné par le passé, Grand Line et tous les personnages qui y figurent transposent l'univers tout entier. Ainsi, le fait qu'Im représente le vide, qui est en science l'état initial de l'univers avant le Big Bang, montre à quel point Im est le commencement de tout. C'est peut-être pour cette raison qu'elle trône aujourd'hui au-dessus du monde. Elle aurait ainsi le pouvoir d'annuler, d'effacer et de créer le vide sur Terre, ce qui correspond parfaitement à ce que le Gorosei disait lorsqu'ils lui ont demandé quelle lumière elle souhaitait éteindre. Elle annule ainsi une lumière de l'univers et la renvoie dans le néant, comme si elle n'avait jamais existé. Peut-être est-ce là son véritable fruit du démon, le fruit du néant, s'opposant au fruit du soleil qu'incarne Nika. Cette idée semble en tout cas, à mes yeux, très intéressante. La quatrième référence s'est avérée cette fois plus difficile à trouver, car elle concerne les sujets ésotériques. Au Japon, la marque Mu est couramment utilisée pour les livres et les vidéos portant sur l'occultisme, les mystères historiques et les récits de fantômes. Un sujet qui fut abordé dans le précédent chapitre par le biais de Sabo, témoin d'une discussion sur la disparition des gardes après avoir vu la chambre fantôme. Enfin, Mu peut être également traduit par rêve. Et ça, c'est précisément le pouvoir que j'associais à Im il y a bientôt 4 ans. D'une part, car le rêve était le préfixe de la rêverie qui se déroule à Marijoise, terre sainte présidée par Im. D'autre part, car le songe s'associe à Psyché, le papillon, cet insecte présent dans la chambre fleurie et que semblait affectionner Im. Enfin, si l'aube symbolisait la lumière qu'attendaient les différents peuples pour révéler la vérité sur le siècle manquant, son antithèse devait être en toute logique la nuit, ce qui m'avait conduite à l'époque à relier Im à la déesse de la nuit Nyx et à la race des songes. On pouvait compter Hypnos, divinité du sommeil, ou encore Morphée,
Ure, dieu des rêves, qui pouvait ainsi être responsable des malédictions qui pesaient sur Zunesha et Cavendish. Cette créature, comme plongée dans un état hypnotique, avançait sans but et ne s'arrêtait que sur ordre, tandis que Cavendish éveillait Akuba lorsqu'il s'endormait. Et ces deux personnages portaient un point commun à Im, ses yeux en spirale. C'est pour toutes ces raisons que je reliais Im au pouvoir du rêve. Aujourd'hui, le fait qu'elle se désigne par le terme Mu et que son apparence ainsi que celle du Gorosei semble cauchemardesque suggère que cela serait son pouvoir. Peut-être même que le Gorosei ne possède pas de fruit du démon, mais ne soit que des projections surnaturelles et maléfiques créées par Im, ce qui expliquerait en partie pourquoi ces hommes n'ont jamais vieilli depuis tant d'années. C'est pourquoi la signification de Mu revêt une si grande importance et pourrait symboliser qu'Im soit un dieu de l'obscurité né du chaos. En tout cas, nous avons bien ici une thématique une nouvelle fois liée aux enfers, ce qui symbolise une grande contradiction au fait qu'il s'associe à la lumière, au dénominatif de saint et de dieu logeant au-dessus des cieux divins. Et c'est bien là tout le dilemme auquel j'ai été confrontée dans ma dernière review. Je ne parvenais pas à saisir comment Im pouvait être à la fois associé aux enfers par le biais de Pluton et d'un autre côté être lié au pouvoir céleste du dieu Uranus. Une fois de plus, ce chapitre me trouble et me guide pourtant vers un pouvoir infernal comme le serait Pluton. C'est extrêmement perturbant et même si j'essaie de comprendre à chaque nouveau chapitre, Im est constamment lié aux enfers. Mais je peux pas tout de même ignorer les détails la reliant au ciel et à la lumière. Donc à moins d'être une entité diabolique comme Lucifer, qui était autrefois l'ange le plus rayonnant, mais qui a fini par devenir un démon, je ne parviens pas à trouver d'autre explication. D'autant qu'il y a 4 ans dans les théories des nerfs, je considérais Im comme l'antéchrist s'associant à Satan, celui qui s'opposait au Messie, capable de lever l'aube sur le monde en la personne de Luffy. Si Luffy est la métaphore du Messie apportant la paix entre les nations, il en convient qu'il se devra d'affronter le mal, les ténèbres, qui, de par ses interprétations, sont l'antéchrist ainsi que Gog et Magog. L'antéchrist pourrait parfaitement correspondre au gouvernement, puisqu'à première vue, tout comme Luffy, il souhaite maintenir la paix dans le monde afin qu'elle puisse profiter à tous. Mais en creusant un peu, on découvre une réalité bien plus sombre, l'esclavagisme, une politique totalement corrompue, des pays sous régime dictatorial créant ainsi des inégalités à travers les peuples, etc. Tant de choses qui en feraient la parfaite image de l'antéchrist. Ainsi, Im incarnerait bel et bien cette opposition, mais reste à comprendre l'origine de son pouvoir. Est-ce le pouvoir d'un fruit du démon de l'éclipse ou de l'équinoxe? Ou partage-t-elle le point commun avec Teach d'avoir 2 fruits du démon? En tout cas, ce sont donc les 5 traductions que peut revêtir le mot Mu. Maintenant que vous êtes familiarisé avec ces définitions, on va pouvoir poursuivre notre lecture du chapitre et relier ces termes à bon nombre de choses. Au cours de ce chapitre, nous apprenons que Cobra a déjà entendu le nom d'Imu et qu'il s'agit du nom d'un des 20 fondateurs. Im n'était donc pas Lily et vient confirmer mon hypothèse selon laquelle Im appartiendrait à l'un des 19 autres royaumes. De cette manière, il est possible que l'épée manquante soit celle d'un des 19 autres fondateurs qui aurait retiré sa lame après avoir pris la place sur le trône en tant qu'Im. Reste à présent à découvrir laquelle, car parmi ces 20 familles, seuls 2 noms nous ont été donnés jusqu'à présent, la famille Don Quichotte et celle des Nefertari. Ignorant tout des autres dynasties alliées, je vais devoir proposer plusieurs hypothèses en basant uniquement sur les informations minimes qu'Oda nous donne au sujet d'Im. Et c'est ici que les 5 traductions du terme Mu vont s'avérer utiles. Débutons par la première famille qui pourrait vous surprendre puisqu'elle s'associe à la dynastie Nefertari. Non, je ne pense toujours pas qu'Im soit Lily, mais bien qu'elle soit d'une lignée commune de par leur pays. En effet, Robin indiquait au chapitre 203 que d'autres familles avaient conquis Alabasta bien avant les Nefertari, comme la dynastie Kaira ou celle de Bitéin, ainsi que le nom d'un certain grand Mahmoudine d'Oltea. Lorsque j'ai étudié plus en profondeur l'histoire de l'Égypte ancienne, le pays dont est inspiré Alabasta, j'ai découvert le nom d'un dieu qui pouvait parfaitement s'associer à Im. Cette divinité majeure utilisait la 3e personne pour se référer à elle-même et était connue sous le nom d'Amun-Re, le dieu égyptien du soleil et de l'air, le roi des dieux et le créateur de l'univers. Ici, cela rappelle donc la dénomination d'Im en tant que divinité suprême, régnant sur les autres dieux et siégeant sur le trône qui lui conférait le titre de roi du monde. Amun signifiait celui qui est caché, invisible, ombre, mystérieux dans sa forme, et il était vénéré en tant que maître suprême qui embrassait toutes les facettes de l'univers. Cette description correspond parfaitement à Im et se renforce d'autant plus avec le pouvoir qu'elle utilise dans la suite de ce chapitre.
Le troisième point est que ce dieu était si vénéré qu'un temple flottant connu sous le nom de vaisseau d'or d'Amun fut érigé en son honneur. Cette construction est considérée comme l'une des plus impressionnantes jamais créées pour ce dieu. Plus tard, cette barque sera associée à celle du dieu soleil Ra lors de son voyage dans le monde des morts pour affronter le serpent Apophis. Forcément ici, je n'ai pas pu m'empêcher de repenser au gigantesque navire Pluton. Étant donné qu'Alabasta est associé à cette arme antique et qui figure à travers les peintures murales du tombeau, une barque, un serpent et la pesée du cœur décrite dans le livre des morts. Mais c'est le dernier élément qui m'a troublé car son autre appellation est Imudi. Le préfixe dim associé au suffixe di pourrait suggérer qu'Im fasse également partie de cette lignée qu'elle méprise pourtant tant. Mais encore un peu de patience, on reparlera de cette idée qu'Im soit une di un peu plus tard. C'était donc la toute première famille que j'ai imaginée. Cependant, ne soyez pas encore trop convaincus de cette théorie, puisque la suivante est elle aussi tout à fait intéressante. Et cette fois, c'est dans les religions monothéistes qu'on va se diriger. Car en étudiant le mythe de ce dieu égyptien, je suis tombée par hasard sur ce que l'on nomme la maison d'Imran. C'est une référence à une lignée familiale spécifique évoquée dans le Coran. Dans l'islam, la maison d'Imran est associée à la famille de Imran, le père de Mariam, qui elle donna naissance à Issa. Si je vous mentionne ça, ce n'est pas une coïncidence, car dans la Bible et l'Ancien Testament, Imran se réfère à Joachim, tandis que Mariam, mère d'Issa, est associée à Marie, la mère de Jésus. Or c'est bien Im qui préside aujourd'hui la terre des dieux, nommée aussi Marie-Joise. J'ignore encore de quelle manière Oda aurait pu entremêler ces détails, mais je trouvais tout de même intéressant de le noter, étant donné l'importance de la religion biblique au travers les dragons célestes portant l'épithète de saint régnant sur la Terre Sainte. Poursuivons à présent avec la troisième famille potentielle qui, contrairement aux autres, doit être abordée avec précaution selon moi, car elle ne repose pas sur le manga en soi, mais uniquement sur un élément notable de l'anime. Et il s'agit des Vinsmoke, non pas du côté paternel de Sanji, mais bien du côté maternel. Cela a fait plusieurs années qu'un détail me hante et dont je n'ai pas encore eu l'occasion d'aborder en vidéo. La mère de Sanji s'appelle Sora, ce qui se traduit par ciel, soit la représentation parfaite du dieu céleste. Cependant, un élément spécifique de Sora a suscité mon intérêt et n'est observable que dans la version animée. Lors du flashback de Sanji relatant le décès de sa mère, un papillon apparaît à plusieurs reprises, allant même jusqu'à reprendre la scène emblématique d'Im touchant du bout des doigts cet insecte. Au départ, j'ai vu ça comme une coïncidence et d'un simple ajout de la part de l'anime. Or, dans les derniers épisodes de Sanji face à Queen, l'anime a délibérément ajouté le papillon en hommage à Sora qui ne figurait pourtant pas dans la case du manga. Or, Oda sait très bien que ce genre de détail est important et qu'il ne doit pas laisser le staff faire ce type d'ajout, d'autant quand aujourd'hui il m'est apparu. C'est pourquoi je me suis demandé si Sora ne partagerait pas des ancêtres communs à Im. N'ayant pas connaissance de son nom, on peut tout à fait supposer que cette dynastie faisait partie des 20 fondateurs et qu'avec le temps, elle se serait scindée en deux comme l'ont fait Lily et son frère Nefertari. Je suis cependant sceptique à propos de cette famille, étant donné que le seul élément notable se trouve dans l'anime. Néanmoins, je tenais à le mentionner car ça reste assez déroutant. Enfin, la dernière famille susceptible de vous faire hurler serait tout bonnement l'ancêtre des clans de la Lune, la dynastie fondatrice du pays des Wa. Le premier élément qui m'a conduit sur cette piste m'a été donné grâce à ma théorie publiée il y a 5 ans sur l'histoire de Wano et la période Edo. Cette théorie m'a permis à l'époque de prédire que le grand-père d'Orochi serait la cause de la vengeance des Kurozumi et que Kanjuro serait le traître. Toutefois, dans cette dernière, j'y ai également développé d'autres points intéressants, tels que la comparaison entre le décor shogunal et celui du bureau de la marine, le mont Fuji qui s'illustrait dans les jardins de Marineford et les 5 doyens qui se rapportaient au conseil des 5 anciens. Et c'est précisément ce lien entre le gouvernement et le pays des Sakura qui va nous permettre de comprendre l'origine d'Imu. Car si l'histoire des Kozuki puise son inspiration de l'ère Edo pour narrer son épopée, alors il est cohérent de se pencher sur les origines du pays du soleil levant et sur les populations qui l'ont peuplé pour déterminer si Im est un membre de la dynastie fondatrice des Wa. Avant même que la désignation Japon ne soit utilisée, les premiers autochtones à avoir conquis cette région étaient les Ainu, originaires de l'île d'Hokkaido, cette terre qu'Oda représentait sous les traits d'Onigashima. Cette colonie a aujourd'hui pratiquement disparu, mais certaines coutumes dénotent d'un certain intérêt pour Im. Dans leur culture, Imu était désigné comme un des syndromes culturellement dépendants, faisant partie des troubles psychologiques qui se
manifeste par des comportements irrationnels et une personnalité pouvant exprimer des idées et des actions contradictoires à ses pensées ou aux demandes qui lui sont faites. En observant à présent Im dans ce chapitre, il est vrai que cela semble être associé à une forme de folie lorsque le nom des dits est évoqué. Si nous partons du principe qu'Im symbolise la démence d'exprimer l'opposé de ses pensées, alors cela implique que les dits n'étaient pas leurs ennemis, mais bien leurs alliés. Mais je reviendrai plus en détail sur cette idée dans la partie sur Lili Nefertari. Ce qui nous conduit au troisième point. Il y a des siècles de cela, Wano hébergeait une vaste cité qui a été submergée par les eaux en raison de la construction d'une grande barrière autour de l'île pour préserver l'arme antique Pluton. Et c'est précisément ce royaume englouti que je comparais au mythique continent de Mu. Mais surtout, le continent de Miu. Et si je vous parle de ça, ce n'est pas un hasard. Car la cité engloutie sous la mer du Japon dont je vous parlais précédemment, Yonaguni, est en réalité considérée comme étant le continent perdu de Miu. Comme l'Atlantide, cette terre fut rayée de la carte par les dieux pour punir une civilisation décadente, et c'est ainsi qu'une série d'éruptions volcaniques et de raz-de-marée gigantesques engloutit ce vaste continent. Cette destruction aurait été causée en partie par le principal minéral de l'île, le granit. Ce récit m'a donc forcément rappelé l'histoire de la terre des Wa, les tablettes indéchiffrables, le culte au dieu soleil Nika, mais surtout le granit marin originaire de cette île. Aujourd'hui, Mu est précisément le terme qu'emploie Im pour se désigner, ce qui pourrait symboliser son appartenance à ce royaume légendaire. Ce qui va nous ramener à présent au pouvoir du rêve. Si Im détient une capacité liée au songe et à l'hypnose, alors ma théorie selon laquelle elle serait responsable de la malédiction infligée à Zunesha serait d'autant plus plausible, car seul Momonosuke, un descendant Kozuki et Amatsuki, a été en mesure de briser cette malédiction en lui donnant un ordre. Toutefois, si Im est l'ancêtre de Momonosuke et qu'elle est la source de sa malédiction, cela justifierait comment ce jeune garçon a pu briser la malédiction et accomplir cet exploit. D'autant plus que la chambre fantôme où disparaissaient les gardes peut également se lier à Wano, étant donné que ce thème était au cœur de l'intrigue avec les Kozuki identifiés comme étant des fantômes. Il est donc important d'être vigilant en ce qui concerne Sabo, car après avoir appris l'existence de cette pièce des illusions, il s'est immédiatement rendu vers la salle du trône et a été touché par la flèche d'Im. Si celle-ci possède le pouvoir des malédictions, elle pourrait potentiellement manipuler ou hypnotiser Sabo à l'avenir. Ainsi, c'était donc les 4 familles que j'identifiais pour Im. Comme je l'ai dit, gardez bien à l'esprit qu'il est très difficile d'assurer l'une d'entre elles compte tenu du manque d'informations dont nous disposons. Néanmoins pour moi, chacune de ces familles était fascinante et semblait parfaitement correspondre à Im. Alors c'est à présent à vous de me dire quelle famille vous a le plus convaincu et quel autre nom vous auriez proposé. Et mon petit doigt me dit que beaucoup vont me citer Shanks et les filles Garland. Après que nous ayons appris qu'Im pouvait appartenir à l'une des 20 familles fondatrices, cette dernière révèle que Lily aurait commis une erreur ayant entraîné la dispersion des poneglyphes dans le monde. Du moins, Im insinue qu'il s'agirait d'une trahison délibérée et d'un complot minutieusement planifié. Ainsi, il y avait effectivement un traître il y a 800 ans. Comme un cycle sans fin, chaque guerre est marquée par des actes de trahison, comme on a pu le voir avec Robin et Crocodile, Kanjuro et les Fourreaux Rouges, ou encore plus récemment avec York et Vegapunk. En somme, il semblait clair qu'une trahison avait été perpétrée par Lily, ce qui explique pourquoi une reine capable de donner naissance à une lignée de rois vertueux se serait associée aux 20 fondateurs pour anéantir l'ancien royaume tout en préservant leurs poneglyphes alors que le gouvernement cherchait à les détruire. On reconnaît bien là la lignée Nefertari puisque sa descendante fera tout comme Lily une infiltration auprès du Baroque Work pour sauver son pays. De cette manière, cette déclaration confirme officiellement qu'Im n'est pas Lily comme je l'avais supposé auparavant. Et ma théorie selon laquelle elle pourrait être l'ancienne souveraine d'Amazon Lily est encore plus plausible après la lecture de ce chapitre. Car si c'est le cas, alors peut-être était-elle amoureuse de Joy Boy, à l'image de Boa avec Luffy, comme beaucoup d'entre vous m'ont le suggéré en commentaire. Ce qui expliquerait son infiltration au sein des 20 fondateurs. Afin de protéger l'homme qu'elle aime, elle aurait rallié l'ennemi et prévenu Joy Boy de l'immense menace que le futur gouvernement mondial préparait en secret. Malheureusement, l'ancien royaume a sombré, emportant avec lui l'homme qu'elle aimait. La reine Nefertari aurait alors rejoint Amazon Lily, interdisant l'accès aux hommes, en gage d'amour pour Joy Boy, lui montrant qu'il serait l'unique homme de sa vie. Mais ça n'explique pas quel rôle elle aurait joué dans le dispersement des poneglyphes. Au chapitre 272, Robin précise bien sur Chandora que ces poneglyphes
poneglyphes ont été amenés ici et cette cité a dû faire face à un ennemi. Comme le précise Nekomamuchi, l'utilité de faire des copies des poneglyphes est avant tout car il est extrêmement difficile de déplacer ces immenses reliques. Or, les poneglyphes ont pourtant été éparpillés aux quatre coins du monde sur Grand Line. C'est pourquoi l'erreur de Lily pourrait se lier à la manière dont les pierres ont réussi à être disséminées partout dans le monde. Et la créature qui aurait pu l'aider à accomplir cette prouesse est simplement connue sous le nom de Zunesha, un animal gigantesque capable de naviguer sur les océans et atteindre les hauteurs pour répandre les poneglyphes à travers le globe. Ce qui justifierait sa malédiction reçue en gage de ce crime. Par conséquent, si Lily était intimement liée à Joy Boy, elle aurait su que Zunesha était son ami. Elle aurait alors partagé ses inquiétudes avec lui et lui aurait divulgué que quelque chose de sinistre se tramait, nécessitant une intervention immédiate. Cela corrobore aux propos de Clover, selon lesquels les poneglyphes ont été créés par l'Ancien Royaume pour se prémunir de l'attaque de leur ennemi. Sachant qu'ils ne pouvaient pas gagner, ils ont anticipé leur défaite et créé ces pierres indestructibles qui raconteraient toute leur histoire. En se confiant ainsi à Zunesha, Lily aurait feint devant Im et les autres de ne pas savoir que celui-ci était un ami de Joy Boy et qu'il n'était pour elle qu'un simple éléphant, ce qui lui aurait valu cette malédiction. C'est du moins le scénario que j'envisage actuellement. Ce qui nous conduit à la grande révélation concernant le mystère des Néfertari qui se révèle compter parmi la dynastie des Di. Mais je vais être honnête, je n'ai pas été surprise, car ça faisait partie de ma théorie sur le secret des Di, celle que je comptais vous poster prochainement et sur laquelle je travaillais. Je vous l'avais d'ailleurs teasé à plusieurs reprises et c'est cette même vidéo où j'ai invité mes abonnés à participer par le biais d'une chanson. Malheureusement, une fois de plus, Oda va beaucoup plus vite que moi et ma vidéo n'est toujours pas prête. Mais c'est pas bien grave parce qu'au contraire, le fait que les Néfertari se révèlent être des Di m'a conforté dans ma théorie sur le mystère de cette lettre et sur l'identité des 20 fondateurs ainsi que celle de l'Ancien Royaume. Je ne peux donc pas encore vous dévoiler les raisons, mais sachez que cette théorie sera divisée en deux vidéos. La première vous dévoilera le secret sur l'Ancien Royaume, l'identité de leur créateur, ainsi que la véritable origine de Joy Boy et de Nika. Quant à la seconde, elle vous révélera qui sont les Di, la véritable signification de cette lettre, l'utilité des poneglyphes et de l'Aftel. En bref, il s'agit là de mes plus grosses vidéos, mais surtout les avant-dernières théories des nerfs. Vous comprenez bien l'importance qu'elles revêt et c'est la raison pour laquelle j'ai pris le temps nécessaire pour les peaufiner, tant sur le plan de l'écriture que du montage. Soyez donc encore un peu patient, mais croyez-moi, vous ne serez pas déçus quand vous la découvrirez. Cette parenthèse faite, nous pouvons à présent reprendre le chapitre. La lettre Di faisait donc partie intégrante de la famille Néfertari. Il existe néanmoins deux faits très intéressants qui contredisent complètement les affirmations de Cobra. Il demande à Sabo de faire savoir à Luffy et Vivi qu'ils font partie des Di, car Lily portait cette lettre dans son nom. Il estime donc que lorsque quelqu'un de leur famille porte cette lettre, elle est transmise à sa descendance comme un titre de noblesse par héritage. Or, durant le flashback de Sabo, il demande à Ace et Luffy la raison pour laquelle ils ont tous deux la lettre Di dans leur nom. Ace lui répond alors que s'il le souhaite, il peut également se nommer Sadibo. Un jeu de mots très astucieux puisque Sad signifie triste et c'est précisément le produit qui a permis de créer les smiles. Ces fruits qui donnent le sourire et qui sont si étroitement associés à la lettre Di. Ainsi, Ace suggère que cette lettre peut être transmise à n'importe qui par le biais d'un Di et non être un nom de lignée. Et j'aime ce détail puisqu'à l'époque, au tout début de ma lecture de One Piece, je me suis demandé si Marshall D. Teach était réellement un Di ou s'il avait simplement pris cette identité par le biais d'un autre. Le détail qui m'avait fait penser ça était grâce au Jolly Roger. Chacun des membres de la famille Di avait un design unique, différent de tous les autres, avec un nez, une bouche et une forme d'œil particulière. Cependant, celui de Teach était totalement différent. C'est pourquoi je me suis demandé s'il n'avait pas usurpé cette lettre. Avec le temps, j'avais abandonné cette idée puisque Teach avait tout de même réussi à bouleverser le monde, tout comme les Di. Cependant, après avoir entendu la phrase d'Ace, je pense qu'il est important de ne pas oublier cette possibilité et que les membres de la famille Di pourraient ne pas être ceux que nous croyons. Gardez simplement à l'esprit que les propos de Cobra et ceux d'Ace se contredisent, mais peuvent néanmoins s'entremêler étant donné que cette lignée a été créée dans un objectif précis. Porter une volonté qui se transmettra de génération en génération pour changer le monde en bien ou en mal selon celui qui portera cette lettre. Et à ce jour, les Di ont respecté leur légende et sont effectivement considérés aux yeux du gouvernement comme les ennemis naturels des dieux.
Nous arrivons à la partie la plus énigmatique de ce chapitre, car après les révélations concernant Lady et Lily, le Gorosei et Im révèlent enfin leur véritable apparence sur une double page tout simplement incroyable. Ça a été sincèrement une grande surprise, car il m'a été quasi impossible de déchiffrer quelle serait l'inspiration tirée de ces entités ténébreuses. Est-ce un fruit du démon, le pouvoir d'Im ou rien de tout ça? À première vue, leur visage est inexistant et ne sont que des silhouettes sombres à l'image de leur supérieur Im. Toutefois, on peut noter que chaque membre des 5 étoiles semble correspondre à un animal ou à une créature spectrale. Comme je l'avais dit par le passé, je pensais que le Gorosei pouvait incarner les 5 empereurs chinois s'associant aux 5 rois dragons. Mais comme on peut le voir sur cette image, les ombres projetées ne semblent en rien correspondre, ce qui fait que ma théorie tombe à l'eau. Cependant, il faut tout de même garder à l'esprit qu'Oda a tendance à mêler divers mythes et animaux entre eux, comme c'est le cas du Minotaure qui prendra la forme d'un zèbre, puis d'un taureau et d'un koala. Donc il reste tout de même une infime possibilité que ce soit le Zoan mythique du dragon, mais rattaché à divers animaux avec le dragon taureau, le dragon rhinocéros, etc. Tout comme l'était Kaido avec le dragon Carpe-Koi. Alors tentons de voir un peu ce qui pourrait se cacher derrière ces ombres. Celui de Saturne paraît être logiquement tourné vers une créature à cornes comme un buffle ou le Minotaure. Le second quant à lui pouvait faire penser à la toile du cri de Munch. Le troisième est cette fois l'homme au sabre qui donne l'impression d'incarner une divinité bouddhiste. On le remarque grâce à son écharpe portée par les Zoan éveillés tels que Lucci, Yamato et Luffy. Le quatrième présente une forme nettement différente des autres et arbore également cette écharpe flottante. On peut le comparer à un dragon oiseau qui évoquerait peut-être le basilic, créature mêlant le visage d'un oiseau et le corps d'un serpent. Le cinquième quant à lui semble s'associer à un phacochère sanglier si je me fie à sa moustache et ses petites oreilles. Enfin, Im, l'ombre descendante du trône, semble être associé à une créature ressemblant à un serpent, une salamandre ou un dragon de Komodo, étant donné sa position et son apparence. En bref, comme vous pouvez le constater, il est quasi impossible de s'assurer de l'identité de ces silhouettes. En règle générale, si un individu est en possession d'un fruit du démon, son nom, son mets favori ou tout autre élément se rapportera à la particularité de son fruit, comme ce fut le cas pour Toki ou Orochi, qui portent littéralement leur fruit dans leur nom. Ne connaissant que G. Garcia Saturne, on ne peut que théoriser sur les noms potentiels des étoiles restantes. J'avais pu développer dans ma review du chapitre 1073 la signification des 5 étoiles qui se liaient au pentagramme et par extension au diable. Avec ce chapitre, il semble bien que cette hypothèse était la bonne, puisqu'aujourd'hui l'aspect du Gorosei et Im semble totalement correspondre à une thématique infernale. Sabo ira même jusqu'à dire qu'il ignorait que l'enfer se trouvait au sommet du monde. Or l'enfer existe pourtant déjà bel et bien dans One Piece, au travers d'Impel Down, où l'on retrouve justement des animaux à chaque étage, gardiens de cette prison sous-marine. Le détail troublant, c'est qu'on peut précisément associer le Gorosei à certains de ces animaux, comme le Minotaurus pour Saturne, Minorhinocéros pour l'homme à la moustache, et le basilic pour l'oiseau serpent. À la différence qu'ici, le Gorosei serait détenteur de Zoan mythique. Cette thématique des enfers se poursuit avec la flèche adressée à Cobra, qui prend la forme d'une queue de diable. Ce symbole, en plus de se lier une fois de plus au démon, peut également être associé à la flèche du chaos, établissant un nouveau lien avec la traduction du terme mu, qui signifie le néant. Si on ajoute à ça l'énigme entourant la chambre fantôme qui ferait disparaître les gardes, on peut se dire que les esprits qu'incarnent le Gorosei et Im seraient bien des entités démoniaques et par extension les esprits du mal. Quant au paradoxe de la lumière aperçue sur Lulusia, on pourrait se dire que la haute instance aurait les traits de Lucifer, l'ange le plus lumineux de tous, qui fut déchu après s'être rebellé contre Dieu et fut précipité dans le séjour des morts, où il sera considéré comme Satan. De ce fait, si nous devions lui associer une créature au-delà du serpent, c'est bien la bête de l'Apocalypse à laquelle il est affilié. Symbolisé par le dragon rouge et au nombre 666, il représente le pouvoir politique et le gouvernement. Cette créature des enfers est également connue pour apposer le symbole du charagma, c'est-à-dire la marque de la bête de l'abîme, gravée au fer rouge sur le front ou sur la main droite des gens pour montrer leur allégeance envers l'antéchrist. Or, c'est précisément cette marque qu'apposent les dragons célestes à leurs esclaves. Ainsi, nous serions donc sur cette créature démoniaque. En sachant que les fruits du démon portent littéralement cette caractéristique dans leur nom, on pourrait se questionner quant à l'application possible d'Im dans leur création. Surtout si l'on considère ma théorie sur son pouvoir de malédiction envers Zunesha, car les fruits du démon possèdent 2 caractéristiques communes à cet éléphant. Leurs utilisateurs sont touchés par une malédiction et ce fruit est reconnaissable grâce à des spirales. Ainsi, il serait bon de se demander si finalement
finalement, le Gorosei ne serait pas eux aussi manipulés et serait l'essence même des fruits du démon, ou plus simplement, des entités spectrales du pouvoir d'Ym. En tout cas, comme vous avez pu le voir, il est extrêmement difficile de dire avec exactitude quel pouvoir détient le gouvernement. Mais patience, car nous pourrions le découvrir plus tôt que prévu, étant donné que Saturne se dirige vers Egghead et veut la tête de Luffy. Ce qui est certain, c'est qu'Oda nous l'avait clairement spoilé lors de son entretien avec l'auteur de Détective Conan. Il était fier de la conception des 5 étoiles, mais indiquait qu'il n'avait pas encore prouvé leur vraie valeur. Il y a encore quelque chose à venir. Nous arrivons à l'ultime révélation de ce chapitre avec la tant attendue mort de Cobra. Il semble évident que le roi Nefertari ne s'attendait pas à une fin si prématurée, étant donné qu'il demande aux 5 étoiles s'il n'y a aucun bobard qu'il puisse leur raconter pour le laisser partir. Ce à quoi le Gorosei lui répond que dès lors où il a vu Ym, son destin était joué. Et ça, c'est d'ailleurs précisément ce que je vous disais dans ma dernière review. Ym révèle pour la première fois son existence à une personne en dehors du cercle du gouvernement. Et il n'est donc pas étonnant que Cobra soit mort après cette réunion. On perd donc un personnage des plus significatifs de l'œuvre, et il était pour moi un roi d'exception. Surtout, il a pu révéler les derniers mots de la lettre de Lily. Hisser le drapeau qui annonce l'aube sur le monde. La lettre contenait bien la prophétie de l'aube, et c'est de nouveau une confirmation de ma théorie. C'est pourquoi je pense que la lettre de Lily indiquait à sa future lignée de préserver cette pierre envers et contre tout, et qu'un beau jour, une personne, peut-être un porteur de la lettre D, viendrait et l'utiliserait pour créer une nouvelle ère et révéler l'histoire sur le monde. Un message identique à celui qu'on a pu voir au travers les Shandia avec la cloche, les hommes poissons avec le Noah, ou encore les Kozuki avec l'ouverture du pays des Wa. Toutes ces races avaient foi en une prophétie, celle de l'aube, et par extension en le dieu solaire Nika qui semblait jadis être Joy Boy. Cette croyance était symbolisée par les 8 rayons du soleil que l'on retrouve chez les Kozuki, les Skypéens, mais surtout le drapeau d'Alabasta. Preuve qu'à l'époque ce pays fondait déjà lui aussi son espoir sur l'aube. Toutes ces races rêvaient de voir un jour ce monde redevenir libre et vivent en harmonie. C'est probablement pour cette raison que Cobra a confié à Sabo le rôle de transmettre ce message à son frère et à Vivi, ce qui aura probablement des conséquences sur le destin de notre princesse et le rôle joué par ses ancêtres dans la disparition de l'ancien royaume. Nous voici aux dernières pages de ce chapitre avec un retour à la table des rois qui étudie le cas de la coalition des 4 nations du Nord qui réclament l'indépendance. Il semblerait ici qu'il s'agisse des 4 souverains qui ont été vaincus par la famille Vinsmoke lors du massacre des 4 nations évoqué au chapitre 832. Ce coup d'état n'est donc pas le premier, et étant donné que la dynastie Vinsmoke a rompu son accord avec Big Mom et n'est plus membre de la rêverie, peut-être ont-ils vu là une opportunité de se libérer de l'emprise de Juge. Je n'ai pas encore particulièrement étudier cette partie, mais je suis convaincue qu'elle sera intéressante, car gardez à l'esprit que le père de Sanji a tenu un discours très étrange lors de son affrontement contre Big Mom. Il parle des fantômes de ses ancêtres qui, après seulement 70 jours d'un idéal éphémère, n'ont plus jamais foulé le sol de leur pays, et regrettait ainsi d'avoir confié 300 ans d'histoire de son royaume à Big Mom. À ce jour, on ignore encore la signification et l'histoire passée des Vinsmoke. Il est possible que la rêverie lève le voile sur les origines du Germa, qui est tout de même un empire scientifique se rattachant à la grande technologie de l'ancien royaume. Enfin, on va conclure cette review avec Wepol, qui a surpris la mort de Cobra et pris la fuite en libérant au passage Vivi des mains du CP0. On comprend à présent ce que souhaitait confier Wepol à Morgans et comment Vivi et lui l'ont rejoint dans sa montgolfière. Vivi a donc probablement dû apprendre la mort de son père à travers eux. Ce qui est plus surprenant en revanche, c'est pourquoi Big News a titré que Sabo était le meurtrier alors que Wepol a pu constater que le Gorosei était impliqué et que quelqu'un siégeait sur le trône vacant. Si Morgans détient de telles informations, alors le monde se verra bouleversé et déclenchera un conflit impliquant plus de 180 pays. Il ne s'agira plus seulement d'une bataille, mais bien d'une guerre mondiale à une échelle inimaginable. La seule explication plausible pour laquelle le journal a titré que Sabo était le coupable est peut-être simplement que Wepol ne l'a vu qu'à travers ce petit trou et ne savait pas qui se tenait à ses côtés. Dans les deux cas, Vivi est consciente qu'il y avait un témoin sur la scène de crime et pourrait vouloir rencontrer Sabo. Ce même Sabo qui a justement pour mission de dévoiler à Vivi qu'elle est porteuse du Di et qu'elle risque d'être en danger. Il est évident que lors de leur rencontre, Sabo n'ira être responsable de l'assassinat de son père et lui transmettra le message final. Toutefois, sans qu'il ait à se justifier, Vivi lui témoignera probablement sa confiance en raison qu'il est le frère de Luffy. Et c'est là
que ça devient intéressant, car Vivi pourrait ainsi devenir officiellement la 11e membre de l'équipage. Retourner dans son pays représenterait un risque considérable pour elle et sa patrie. Il serait alors préférable pour son peuple de placer leur nation sous la protection de Luffy à l'image de l'île des hommes poissons et Wano Kuni. De cette manière, elle aurait une raison valable de rejoindre l'équipage. En plus de voyager avec ses Nakama, son but sera de découvrir Laftel pour apprendre l'histoire de ses ancêtres et de l'ancien royaume. Tout comme avant elle, Oden Kozuki choisit de rejoindre Goldie Roger pour l'accompagner dans sa dernière expédition et dévoiler tous les mystères et l'influence qu'ont eu les Kozuki sur le siècle oublié. C'est pourquoi je pense sincèrement que notre princesse va rejoindre les Mugiwara. En honorant les derniers mots prononcés par son père et son ancêtre Lily, Vivi ferait un geste significatif. Le monde ne pourrait être illuminé que par l'élu Luffy, celui qui possède le fruit de Nika. Ce dieu soleil libérateur des esclaves qui, il y a 800 ans, a fait naître l'espoir dans les yeux des différentes races de ce monde. Ces races qui n'ont pas hésité un seul instant à donner leur vie pour protéger les écrits sacrés et pour que l'histoire ne soit jamais oubliée. Oda est en train de mettre toutes ses cartes en place pour que ce rêve puisse se réaliser et que l'aube se lève enfin sur le monde.